dès qu'on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, on entre en quelque sorte dans une prise en charge palliative, puisqu'il n'y a pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Donc dès qu'on fait le diagnostic, la prise en charge principale, ça va être de l'accompagnement. On va pouvoir après mettre en place des aides sociales, des aides physiques, on va pouvoir peut-être mettre des thérapeutiques qui ont un résultat minime, mais tout ça c'est déjà du palliatif. Et que dans la maladie d'Alzheimer, souvent c'est une suite d'épisodes aigus, c'est quand les épisodes se répètent, les complications se répètent, que finalement on commence à dire peut-être que là on est sur une phase terminale, quelle décision on prend, est-ce qu'on déclare officiellement le patient en soins palliatifs, est-ce qu'on est sur une phase de confort ou est-ce qu'on est encore sur une phase de thérapeutique, de soins actifs. Et donc toute la difficulté, elle est là, c'est de déterminer est-ce qu'on est dans une phase curative ou est-ce qu'on est dans une phase palliative de soins de confort. On peut avoir l'impression qu'il n'y a plus aucune capacité, en fait il reste toujours des capacités, il existe toujours une relation possible, mais évidemment c'est de la communication non verbale et ça va passer par le toucher, ça va passer par le regard, ça va passer par le sourire. Ça va passer par autre chose, et ça il faut que les familles en aient conscience, il faut que les soignants en aient conscience, il faut que tout le monde en ait conscience pour bien garder quand même le sens de cette prise en charge, le sens du soin, le sens pourquoi cette personne dans cet état, on continue à s'occuper d'elle en soins longue durée, en maison de retraite, à domicile, quel est le sens de cette prise en charge, quoi. Et que tout le monde ait bien conscience que c'est toujours une personne, que c'est toujours un être humain, que c'est toujours un être qui peut avoir des relations, et que c'est pas un corps vide, quoi. Et donc ça c'est des choses qui sont pas faciles à percevoir et pas faciles à apprendre. Et c'est vrai que quand les familles ou bien des gens un peu extérieurs pénètrent dans un service de gériatrie un peu spécialisé dans la maladie d'Alzheimer, où il y a beaucoup de gens soit qui restent assis, soit qui ne bougent plus, soit qui sont dans les chambres, on peut avoir une sensation de malaise, et on peut se demander quel est le sens de cette prise en charge, quel est le sens que ces personnes soient là, regroupées, même le sens de ce regroupement. Et donc ça, il faut arriver à mettre en évidence cette relation, cette communication non verbale. Et c'est pas toujours facile, et même pour les soignants, souvent c'est quand même très dur. Donc même sur les soignants, il y a besoin d'une formation, il y a besoin de leur répéter. Et il y a besoin à chaque fois qu'il y ait des dialogues, quoi. Et chaque fois on peut se dire à un moment ou à un autre, mais bon, quel est le sens de ce qu'on fait? Alors c'est vrai que par moment, après, il y a certains gestes ou certains actes qui peuvent ne plus avoir de sens. Et c'est là aussi où on peut être peut-être dans une phase terminale. Si tout le monde s'interroge en disant les soignants, la famille, mais là, est-ce que ça sert à quelque chose de la forcer à s'alimenter? Est-ce que ça a un intérêt de mettre une perfusion? Est-ce que de prescrire des antibiotiques, ça a un sens? Est-ce que peut-être dans ce cas-là, ça aura un intérêt de mettre une sonde d'alimentation? Très souvent, quand on commence à se poser des questions du sens de faire tel ou tel geste, il y a la phase terminale même de prendre la tension artérielle ou de faire une prise de sang, il y a un moment où ça n'a plus de sens. Et quand tout le monde a conscience que de faire ce genre de geste n'a plus de sens, c'est que là on est arrivé très probablement sur une phase terminale. Et en sachant que ce processus de prise en charge, c'est quand même un processus continu. Donc de la phase où on va faire des thérapeutiques, on va mettre une perfusion, on va mettre des antibiotiques, on va être un peu plus agressif sur la prise en charge, à la phase palliative, c'est continu. C'est la même prise en charge et ça demande autant de travail, parce que la phase palliative ou de confort, c'est pas dire on fait plus rien, on se croise les bras. Donc ça demande beaucoup de travail sur la prise en charge, l'accompagnement, le nursing, la douceur dans la toilette. Et il y a beaucoup de thérapeutiques qui sont utilisées en phase palliative qui demandent aussi, par rapport aux infirmières, des gestes techniques quand même, pour une injection de morphine, ou pour injecter un produit pour éviter qu'il y ait un encombrement bronchique, ou pour faire une toilette non douloureuse. Voilà. Certaines pathologies comme un cancéreux en phase terminale, on va assez bien arriver à cerner le moment de la phase terminale, et a priori c'est pas une phase qui va être réversible. Alors que chez le sujet, la personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer, il y a un épisode aigu,
tout le monde a conscience que vraiment mettre une perfusion, ça va être de l'acharnement, faire certains gestes vont être de l'acharnement. Tout le monde est à peu près d'accord pour faire du confort et pas de thérapeutique curative. Et pourtant, la personne finalement elle survit, elle récupère et donc et ça repart pour un certain temps. Et c'est vrai c'est que ces successions de phases comme ça sont extrêmement difficiles à vivre à la fois pour les soignants mais surtout pour les familles. Et c'est vrai que des fois les familles, on les a tellement préparées au décès et puis finalement le décès n'a pas lieu et les choses se prolongent que la fois d'après qu'on leur redit les choses, elles ont presque déjà fait le deuil une fois et ça devient insupportable pour elles. Et puis quand ça s'est produit 5, 6 fois, 7 fois, ça arrive. Hein. Donc on a plusieurs personnes, des fois sur 1 an ou 2, où il y a eu des phases comme ça où on considérait presque les personnes comme un état pré-mortem et puis qui récupéraient. Et donc les familles sont dans un état de souffrance dans ces cas-là extrêmes, parce que c'est vrai que des fois elles se disent ah ben oui cette fois-ci il va mourir, mais après tout compte tenu quand même de son état, de ses difficultés, peut-être que ça sera bien pour la personne, et puis finalement elle voit que non et que tout repart. Et donc c'est une souffrance pour les familles qui est pas facile à accompagner, même si on a des psychologues, même si on peut faire du soutien psychologique, si on peut essayer de faire parler les familles. Comment on arrive à communiquer par rapport à la douleur? Comment arrivent-ils à communiquer leur douleur? Comme d'ailleurs est-ce qu'ils le font? Et puis l'autre chose à laquelle je pensais, c'est on peut avoir la maladie d'Alzheimer et avoir un cancer. Donc comment on gère ces choses-là? Puisque là on est face à 2 problèmes totalement différents, quoi. Bien sûr, oui. Ouais. Mais là, là actuellement dans le service, on a plusieurs personnes justement qui ont la maladie d'Alzheimer et chez qui on a découvert des cancers. Alors le souci avec la maladie d'Alzheimer, c'est que quand on regarde la littérature et les études, globalement, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou qui a une démence, quelle que soit l'origine de la démence, globalement, on voit qu'il a, quelle que soit la pathologie, il va recevoir moins de médicaments que quelqu'un qui n'a pas la maladie d'Alzheimer. Et par exemple, par rapport à la douleur, s'il a une pathologie douloureuse, de l'arthrose par exemple, un Alzheimer qui a de l'arthrose, il va avoir moins d'antalgiques ou moins d'anti-inflammatoires que quelqu'un qui n'a pas la maladie d'Alzheimer et qui a la même maladie qui est aussi douloureuse. Soit on sous-estime la douleur, soit on sous-estime le risque de la pathologie. Et finalement, comme les symptômes sont moins parlants, comme la personne ne va pas forcément se plaindre d'avoir mal à l'estomac, etc., on ne va pas rechercher un cancer de l'estomac. Ou bien des fois, en fonction du degré d'évolution de la maladie d'Alzheimer, ça va être difficile aussi de faire les investigations ou les examens pour faire un diagnostic. Et même quand on a fait le diagnostic, après, on a par exemple une dame qui a une maladie d'Alzheimer, un cancer de la langue, du coup la prise en charge thérapeutique de ce cancer de la langue, il devient extrêmement difficile, et les services spécialisés dans la prise en charge de ce cancer-là vont pas pouvoir proposer des thérapeutiques parce qu'elles savent de toute façon que du fait des troubles, la personne ne sera pas forcément compliante au traitement ou qu'on n'arrivera pas à lui faire des rayons. Donc des fois, c'est vrai que la prise en charge par rapport à une pathologie précise associée à la maladie d'Alzheimer est souvent nettement moins bonne. Et c'est vrai que du coup, ça peut être des patients aussi qui sont refusés dans les unités de soins palliatifs non spécialisés, par exemple gériatriques. Nous, on a des soins palliatifs gérontologiques. Donc dès le départ, on avait dit que les soins palliatifs gérontologiques ne concernaient pas que des malades qui avaient un cancer, mais que ça pouvait concerner des malades Alzheimer en phase terminale, ou des malades insuffisants cardiaques en phase terminale, ou des malades insuffisants respiratoires en phase terminale, qui pouvaient avoir besoin de soins palliatifs sans qu'ils aient forcément un cancer. Mais le malade Alzheimer, par exemple, qui reste déambulant, qui reste avec des troubles du comportement, qui a un cancer très évolué et qu'on pense qu'il approche d'une phase terminale et qui pourrait bénéficier d'une unité de soins palliatifs, c'est extrêmement difficile à prendre dans une unité classique. Parce que c'est des malades qui vont rentrer dans les autres chambres, qui vont peut-être faire des bêtises, etc. S'ils ne sont pas grabataires et qu'ils ont conservé leur autonomie, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de décisions éthiques, de savoir. Donc il y a un consensus, en tout cas à peu près international, sur le malade qui ne mange pas Alzheimer, pas quelle que soit sa phase, mais presque, de ne pas mettre par exemple de sonde nasogastrique ou de ne pas mettre de gastrostomie, ce qui est un geste invasif qui n'a plus aucun sens. Mais il se pose souvent en fin de vie des problèmes par rapport à l'hydratation. Donc c'est vrai que c'est des questions qui se posent, quelle que soit la pathologie pour les malades en soins palliatifs, et souvent à un moment ou à un autre on arrête l'alimentation, on arrête l'hydratation, et c'est difficile à expliquer à la famille.
Mais dans la maladie d'Alzheimer, la difficulté, c'est que souvent, par exemple, les familles, quand elles sont fusionnelles, les couples, le seul geste qui reste à faire pour la femme ou pour le mari par rapport à son conjoint malade, c'est de continuer à lui donner à manger, par exemple. Et quand le jour où il n'y a plus ça, où il n'y a plus la possibilité de continuer à donner à manger, c'est quelque chose de difficile. Et ils disent, mais pourquoi vous ne mettez pas une sonde? Pourquoi vous ne mettez pas une perfusion? Pourquoi vous ne faites rien par rapport à ça? Et c'est vrai qu'il y a certains malades aussi qui expriment une sorte de rejet, par exemple, qui vont repousser le bras ou bien qui vont fermer la bouche. Et l'interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'ils expriment pas quelque chose? Est-ce que c'est pas leur souhait de se dire, moi, écoutez, vous m'embêtez avec ça, j'ai pas envie de manger, vous me faites pas manger, et voilà. Si c'est pas un petit peu leur dernier espace de liberté, ce choix-là.